Bienvenue dans l'émission Topo de la Fondation Clairbois, un podcast produit par tous et pour tous. Je m'appelle Sylvie, je suis médiatrice pour le podcast et Topo. Bonjour, alors moi, je m'appelle Christine. Je suis contente aussi de pouvoir participer à cette nouvelle émission Topo. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Je m'appelle Victor Medrado, je suis maître socio-professionnel à Clairbois. Pour ce 4e épisode, nous allons aborder le sujet des sports et des loisirs. Le chapitre 1 donne la place au partage d'expériences en lien avec le thème. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Léa Lecoultre, 29 ans, bénéficiaire du Centre de jour de Clairbois-Gradelle. Vous êtes accompagnée par votre papa Patrice Lecoultre et par votre éducatrice référente Zoé Christophe. Nous avons également autour de la table aujourd'hui Alexis Bavarel, collaborateur à la Fondation. Vous êtes serveur au restaurant Clair d'Arve, donc à Clairbois-Minoterie. Merci. Pour moi, c'est une grande première d'être ici dans Topo, dans ce podcast. Donc, merci à vous. Sébastien Dinjon, bienvenue. Vous êtes assistant socio-éducatif depuis bientôt 10 ans. Vous travaillez à Clairbois depuis 2 ans et vous participez notamment, vous collaborez dans différents projets sportifs, des projets d'inclusion tels que la course solidaire Race for Gift, le projet Simgo et des projets en lien avec les écoles également. Bonjour et bienvenue dans le premier chapitre du podcast Topo sur les sports et les loisirs. Alors Léa, tu pratiques le ski depuis 14 ans, la natation, tu as essayé le parapente et tu as même fait des simulations de chute libre. Est-ce que tu peux dire les sports que tu fais? Tu fais du cheval, Sim. piscine, sur la neige. Je danse. Tu danses sur la neige. Tu fais du kiss. Qu'as-tu préféré? À la danse. En ce moment, elle aime beaucoup la danse, Léa. Et tes sports que tu fais régulièrement, et avec papa, et au centre de jour, qu'est-ce que tu aimes le plus? Le cheval. Au ski, qu'est-ce que tu aimes au ski? Quand ça va vite? Et pour 8. Quand ça va vite, ouais. Et quand il fait beau? T'aimes skier avec qui? À peine. Avec Paul. Tu te sens libre Oui. quand tu fais du ski? Oui. Effectivement, Léa est très active sur son temps personnel, mais elle participe à d'autres activités au centre de jour notamment. Et cette fois, je vais me tourner du coup vers toi, Zoé. Comment se passent les journées au centre de jour et quelles sont les activités que vous faites ensemble? Alors, au centre de jour de la Gradelle, nous, on a construit notre planning hebdomadaire. On a séparé les journées en demi-journées par thème. Donc, on a socialisation, motricité, communication et cognitif et sensoriel. Léa, elle participe à 2 activités dans le sensoriel. Elle participe à Danse Habile. Justement, en ce moment, elle aime beaucoup la danse. Danse Habile, c'est une association genevoise qui a été créée en 2001, qui est une association qui a pour but de promouvoir des projets culturels et sociaux autour de la danse, justement. Donc, c'est des danseurs avec ou sans handicap qui dansent ensemble. Du coup, Léa, cette année, elle a fait 1 année de danse avec une intervenante qui vient au centre de jour de la Gradelle, avec 7 autres bénéficiaires et résidents, et des résidents de l'internat de la Gradelle et des bénéficiaires qui sont au centre de jour avec elle. Ils dansent ensemble. Ça, c'est pour le sensoriel. Et puis, Léa, cette année, elle a aussi participé à une activité de bain sonore aérien. Donc, c'est des bains sonores avec des bols tibétains. Et elle est dans des hamacs. On les met dans des hamacs. Voilà, ils sont en lévitation. Et puis après, pour la motricité, Léa, elle fait, en hiver, elle fait du ski, elle fait du patin à glace, elle fait de la piscine toute l'année et elle fait de l'équitation. Léa, tu pratiques aussi la thérapie équestre et la thérapie avec les dauphins. Aimes-tu cela? Est-ce que tu aimes faire du cheval avec Anne? Oui. Comment il s'appelle le cheval que tu montes? Denver. Oui. Et tu aimes?
Ouais. Avec qui fais-tu les différentes activités, Léa? Olivia. Olivia. C'est l'autre éducatrice du centre de jour de la Gradelle. Et tu fais toujours du cheval avec un copain du centre de jour qui s'appelle Nathan. Ah, c'est bien. Léa et Patrice, vous avez participé pendant 7 ans au marathon de Genève. Comment avez-vous vécu ce rituel sportif et cette expérience ensemble ? Ça a été de très bonnes expériences. Les marathoniens conduisent une joëlette, qui est une chaise avec une roue unique dessous, avec une personne qui conduit la joëlette et une autre personne qui est derrière. Et moi, j'accompagnais en vélo pour faire l'assistance en cas de crise d'épilepsie. Donc on a fait les 2 premières années avec les marathoniens de Just for Smile. Et puis après, c'est Procter & Gamble qui a repris le flambeau. On démarre derrière le marathon. Et dans les expériences qui sont super, c'est que un mi-course, il y a le semi-marathon qui démarre. Et là, nous, on se trouve de seul coup absorbés par les coureurs du semi-marathon qui sont lancés à pleine vitesse. Même s'ils ont que 20 km à faire, ça va très vite. Et nous, on s'est trouvé absorbés par ces coureurs. Et les 2 coureurs qui portaient la joëlette me disaient, d'un seul coup, ils avaient l'impression que leurs pieds ne touchaient plus la terre, parce qu'il y avait cette masse qui arrivait derrière nous, et tout le monde voulait féliciter les marathoniens et puis les personnes, Léa et d'autres, qui étaient sur les joëlettes. Donc ils s'approchaient, tout le monde voulait la toucher, si bien que les coureurs étaient portés. Donc avec d'un seul coup le rythme qui s'accélère, parce qu'ils arrivent avec un rythme beaucoup plus élevé, et ça fait une sensation d'être porté et puis acclamé, d'encourager encore plus. Voilà. Et cette sensation, elle est terrible, si bien qu'au bout de 150 mètres, les marathoniens m'ont dit faut qu'on s'arrête, parce qu'au niveau du rythme cardiaque, ils n'arrivaient plus tellement. La force, elle est importante, elle est impressionnante. Et cet accueil et puis cet enthousiasme qui est porté par les autres coureurs, qui sont là quand même pour faire une course, mais ça les interpelle, ça les encourage aussi, mais ils voient que finalement, le handicap peut aussi courir un marathon. Et une année, sur les 7 ans qu'on a fait, il y a une marathonienne qui courait toujours avec elle, et cette année-là, elle n'a pas couru parce qu'elle était enceinte. Et donc, elle était venue avec son appareil photo, mais elle était venue pour suivre. Et Léa n'a pas voulu monter dans la joëlette, elle n'a pas voulu courir le marathon, parce qu'elle a voulu rester avec cette dame, parce que elle ne pouvait pas courir avec elle. Et elle n'a pas voulu courir. Elle est restée dans son fauteuil, elle est restée toute la matinée, et ils se sont fait des superbes photos. C'est vraiment l'esprit d'équipe, quoi. C'est l'esprit d'équipe, quelque chose qui était pas du tout prévu. Ils ont fait de magnifiques photos. Et dont une photo de Léa, dont Procter & Gamble ont demandé l'exclusivité de cette photo, pour la mettre dans un rapport d'activité qui part à Procter & Gamble États-Unis. Et ils ont voulu que la première page soit la photo de Léa à ce marathon. Y a-t-il un sportif ou un artiste qui vous a inspiré pour pratiquer un sport en particulier? Alors, dans le sport, il n'y a pas tellement de choses à dire, mais par contre, j'ai quand même une artiste que j'admire, que je suis déjà depuis un moment que je suis dessus. C'est Amen Bent, c'est une chanteuse que j'apprécie énormément. C'est elle qui m'a inspiré pour faire des choses de mon côté pour que je devienne écrivain. Quelles sont vos activités sportives préférées et pourquoi? Donc là, je m'adresse à tout le monde. Et c'est quoi le sport que tu as préféré faire avec papa? Je sautais le chien. Sortir le chien? Ouais. Mon
sport préféré, c'est plutôt le ski. Ça fait depuis très longtemps que je fais ça. Ça fait partie de la famille. Donc le ski, c'est depuis toute mon enfance. Donc j'ai grandi avec. Donc c'est le sport préféré et j'ai fait plutôt quelques compétitions avec. Cette compétition, je fais avec Handisport, justement. Je vais à Villars pour ce genre de compétition. Et j'ai eu la médaille d'or à la première place, justement. Donc, pour moi, c'est important d'avoir aussi de pratiquer d'autres sports par rapport à ça. Mais le ski, pour moi, c'est un truc indispensable pour que je puisse encore m'améliorer, pour que je puisse aller encore plus loin. Et c'est avec ça que j'ai pu avoir cette place avec la médaille d'or. Une autre question pour tout le monde. Que vous apporte le sport au quotidien ? Le sport, évidemment, nous rapproche. Et puis, le but, c'est de faire découvrir d'autres choses à Léa où elle n'ira pas. Par exemple, comme le ski, si on prend le ski, il y a les paysages, il y a la neige, il y a des sensations. L'évasion, quand on va faire un grand virage, un carving, donc on partira sur une grande courbe avec de la vitesse et puis le relief. Parce que Léa, elle marche, mais il faut que ça soit bien à plat. Donc ces sensations de bosse, de descente, de tous ces reliefs, elle ne les connaît pas. Elle va les connaître qu'avec le sport. Donc, ça va permettre de lui ouvrir de nouveaux horizons. Et puis, en même temps, on peut faire un petit travail qu'elle ne voit pas forcément, mais Léa a une hémiparésie côté gauche. Donc, avec le fauteuil à ski, quand on arrive à skier dans la poudreuse, Léa, ce qu'elle adore, c'est prendre de la neige et me la jeter derrière dans la figure. Donc, quand on est bien incliné, le fauteuil est trop haut pour attraper la neige de la main droite, donc elle fait quand même l'effort d'attraper à gauche et d'essayer de jeter. Si je peux me permettre, en plus de ce que tu partages là, Patrice, je trouve qu'au niveau de la piscine et puis de l'équitation, c'est vrai que Léa, avec son hémiparésie, elle a appris à tenir le cheval avec ses deux mains. Et aujourd'hui, on peut travailler de tenir le cheval avec sa main droite et puis qu'elle travaille sa main gauche en attrapant des cerceaux, en touchant son copain qui fait du cheval à côté d'elle. Je rejoins vraiment ce qu'il dit Patrice par rapport à pouvoir travailler un petit peu ces problématiques à travers le sport et à travers ces activités qui sont hyper chouettes. Et pareil pour la piscine, on lui donne toujours la main pour la faire marcher, pour éviter qu'elle tombe parce qu'elle a des problématiques d'équilibre. Et dans la piscine, c'est vraiment l'endroit où on peut la laisser vaquer à sa vie, parce que du coup, elle est portée par l'eau et puis on oublie. Elle oublie ces problématiques. Enfin, le sport peut amener la liberté. Et avec les dauphins, comment ça se passe, la thérapie avec les dauphins ? J'ai jamais entendu parler des dauphins. Alors, les dauphins, on avait eu cette information par une personne qui était allée faire la thérapie avec les dauphins. Cette personne était allée aux États-Unis. Et après, mais on a su qu'on pouvait le faire beaucoup plus près, en Espagne, à Benidorm. Et c'était en 2009. Et cette thérapie avec les dauphins, ça consiste en tout cas à Benidorm, c'était 6 séances d'une demi-heure par jour. Donc sur 6 jours, il y avait 4 dauphins, il y avait un thérapeute allemand qui dirigeait cette activité. Et les 5 premières minutes consistent à stimuler le cerveau avec un petit journal avec des images où elle doit mémoriser ces images. Et après, elle va dans le bassin. Les dauphins viennent émettre des sons. Et ces sons ont pour effet d'activer des neurones multifonctionnels qui vont servir à favoriser la mémoire,
vraiment activer le cerveau. Et puis, le deuxième effet, c'est sur les crises d'épilepsie. Une fois cette semaine terminée, les crises ont diminué et puis se sont estompées, mais vraiment, je dirais, de plusieurs mois. Au lieu d'avoir 2 crises par mois, elle a eu une seule crise 6 mois après. Donc ça a bien fonctionné. Et au bout de 3 ans, on s'aperçoit que l'effet s'estompe aussi, malheureusement, les crises reviennent. Léane avait pourtant, c'était un bassin, elle avait une ceinture, c'était un bassin qui faisait 10 mètres de haut, puis 2-3 autres bassins à côté. Et elle était tout à fait à l'aise, alors que les dauphins, vraiment des très jeunes dauphins, s'approchaient d'elle, et comme ils émettent des sons en permanence, on voyait qu'elle était concentrée, qu'elle les cherchait, qu'elle les regardait. Et après, donc, il y a eu des jeux avec le ballon, où elle tient le ballon, les dauphins viennent, lui prennent le ballon. Après, il y a eu des jeux avec un cerceau, où elle tient le cerceau. Bon, le dauphin passe un petit peu au milieu, et après, il s'était mis 2 dauphins à tirer le cerceau pour la tirer au fond de l'eau. Mais ils savent, ils ont un instinct, ils s'arrêtent juste au niveau de la tête. La tête, elle ne va jamais sous l'eau. Ils tirent, ils s'amusent. Et pourtant, elle ne lâchait pas le cerceau. Vraiment, c'était la bagarre, elle, contre les dauphins. Et elle joue pendant une demi-heure avec les dauphins. Et elle n'en a pas du tout peur. Pourtant, ils arrivent des fois à pleine vitesse et ils passent à 10 cm d'elle. Mais elle n'a pas peur, elle est avec elle. Et il y a une super anecdote sur cette thérapie, c'est qu'à un moment donné, Léa était toute seule avec le thérapeute dans le bassin, et les dauphins s'étaient repliés dans l'autre bassin. Et pendant qu'elle était toute seule, elle a demandé au thérapeute, « Ils sont où les poissons ?» Alors, il lui a dit, « C'est quand même des dauphins. » Mais ça, c'est Léa. Et après, les poissons, les dauphins sont arrivés très très vite vers elle, et puis ils ont fait des sauts et on a fait des très belles photos. Et c'est vraiment une thérapie que je conseille si ça se fait toujours. Alors, la meilleure thérapie, c'est en Israël, parce qu'en Israël, ils les emmènent en pleine mer avec des 50, 60 centaines de dauphins, et ils les mettent avec les dauphins, et ils vont nager avec les dauphins. Il y a des bateaux à côté, c'est sécurisé, mais ils peuvent nager sur 2, 3, 4 kilomètres avec une quantité de dauphins phénoménale. Pour Sébastien, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre rôle d'assistant socio-éducatif ? Aujourd'hui, je dirais le partage justement durant ces temps d'activité, que ce soit par la jolette, comme vous expliquiez tout à l'heure, que ce soit le Simgo, le tandem ski, c'est vraiment une relation qu'on instaure avec les personnes qu'on accompagne, qui est quand même particulière, parce que mine de rien, parfois dans ces formations-là, justement, on est à la place de la personne qu'on accompagne, c'est-à-dire qu'on monte dans le Simgo, on monte dans le tandem ski. Et en fait, il faut faire confiance, il faut faire confiance à la personne qui nous pilote. Et cette confiance-là, elle est importante. Donc, ce moment de confiance qu'on instaure quand on pratique l'activité, il est assez unique d'une certaine manière, et ça crée quelque chose de moi, je trouve en tout cas très, très profond avec les personnes qu'on accompagne. Et voir leur sourire quand on leur fait découvrir ces choses-là, c'est toujours une satisfaction un petit peu personnelle d'une certaine manière, parce que c'est des sourires que... Enfin, c'est cher. Enfin, professionnellement parlant, c'est très très épanouissant de réussir à capturer ces moments-là. Aujourd'hui, c'est ça qui me plaît, c'est vraiment de faire découvrir plein de choses aux personnes qu'on accompagne, être tourné vers l'extérieur et ne pas avoir peur d'essayer, dans le respect de la personne qu'on accompagne, mais des fois un petit peu sortir d'une certaine forme de zone de confort. Et on se rend vite compte qu'en fait, c'est plus nous qui sortons de notre zone de confort que les personnes qu'on accompagne, parce que très souvent, j'ai l'impression qu'elles sont super enclines à participer aux choses, et elles sont vraiment moteurs dans ça, en fait. Elles nous portent dans ce qu'on fait. Que pourrait-on améliorer pour permettre à plus de personnes avec ou sans handicap de pratiquer davantage le sport ou les loisirs ?
Je reprends votre exemple par rapport à cette thérapie avec les dauphins. Moi, je ne connaissais pas. Et en fait, c'est ça. En fait, c'est le partage des informations, des thérapies. Je pense que c'est très important. En fait, il y a tellement de supports aujourd'hui en fait, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Ça me paraît essentiel de les partager avec ses collègues, avec les familles, et qu'il y ait vraiment un lien qui se crée justement pour pouvoir en échanger. L'accès aux formations aussi, je pense, pour que ce soit les parents ou même les professionnels. Aujourd'hui, il y a plein de supports comme le tandem ski, comme le Simgo, ou toutes ces choses-là, en fait, où il faut des formations pour pouvoir en faire profiter les personnes qu'on accompagne. C'est important que les professionnels, mais aussi les fondations fondent les personnes pour que justement on puisse proposer toutes ces activités-là. Puis je pense que dédiaboliser le sport d'une certaine manière, et le sport c'est pas que de la compétition, et je pense que parfois on a peur d'aller faire du sport parce qu'on va avoir l'impression que ça va être dur, qu'on va être mauvais, ou que voilà, ou alors on va pas vouloir partir avec quelqu'un qu'on connaît qui a un plus gros niveau que nous parce qu'on a peur de le gêner. Mais en fait, quand on fait du sport, c'est tout simplement le partage, et c'est le fait de faire quelque chose ensemble, et donc sortir un peu de cet aspect compétitif pour juste passer un moment, en fait, que ce soit dehors, que ce soit marcher ou que ce soit courir, peu importe la forme du sport, il s'adapte au niveau de tous, et je pense que c'est important justement. Ça reste que le sport, c'est aussi du loisir. Voilà, c'est pas juste la compétition, ça peut l'être, mais c'est pas que ça. On a fait l'événement Race for Gift, et juste le fait d'appeler cet événement, c'était une course solidaire. Mais en fait, juste le fait de dire le mot course, les personnes étaient un peu freinées. Alors qu'au final, l'événement, il peut se faire en marchant. Donc c'est ces petites choses-là, en fait, qui peuvent faire peur, mais au final, chacun a sa façon de pratiquer le sport, il faut juste l'accepter. Chères auditrices, chers auditeurs, merci pour votre écoute. Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour le chapitre 2, où nous échangerons sur le rôle de l'entourage et du réseau.